J'ai grandi dans ce truc de mon système de pensée, il était jamais conventionnel, jamais dans les normes. Donc en fait, moi, quand j'ai redoublé, tout le monde, tous ceux qui avaient redoublé, ils redoublaient. On était 30% à avoir redoublé cette année, on a vraiment fait bordel. Et ma mère, elle m'a dit, mais tu vas pas, enfin, c'est bon, tu vas pas redoubler, tu vas pas perdre du temps. Et c'est là qu'elle m'a dit, elle m'a proposé de me tailler, habiter à Londres seul. Salut, bienvenue dans Confidence et dans notre soirée pyjama. Alors aujourd'hui, mon invité est né en Allemagne, de parents indonésiens. Mon invité a beaucoup voyagé et il a trouvé sa place finalement en France et sur scène. Aujourd'hui, humoriste et patron d'un comedy club, le Garage Comedy Club à Marseille. Mon invité, c'est Quentin Friburger. Salut Quentin. Salut Eric, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, je suis ravi de t'avoir en détente. Tout va bien ? C'est magnifique, incroyable. C'est mieux que chez moi. Alors, on va comprendre pourquoi tu as créé le Garage Comedy Club. En 2 mots, c'est quoi le Garage Comedy ? Comedy Club, c'est un endroit où on invite des artistes à stand-uppers. Ouais. On est dédié 100% au stand-up, à venir faire des blagues. Nous, on est plutôt sur un niveau confirmé, même si on a aussi une académie où on apprend à des personnes, des élèves à faire leur première blague et monter sur scène. Voilà. Et avant ce lieu, il n'y en avait quasiment pas à Marseille. C'était il y a 7 ans. Et on va voir pourquoi tu l'as créé. Parce que tu es aussi très altruiste. En plus d'être un artiste toi-même, tu es aussi un patron plutôt altruiste. Alors, on va comprendre pourquoi en découvrant déjà ta famille. Parce que tu as un papa très altruiste. Famille atypique quand même. Je disais, né en Allemagne, parents indonésiens. Tu nous la présentes, cette famille ? Exactement. Donc j'ai ma mère française qui, d'un côté, qui, elle, du coup, elle a eu le bac aussi. Elle a eu le bac à 16 ans, elle a fait plusieurs classes, donc elle est partie en Allemagne déjà, juste après son bac, à 17 ans, elle n'était même pas majeure. Et mon père indonésien qui, lui, à 18 ans, il était activiste en Indonésie. Donc il y avait un gros changement de gouvernement à un moment donné. Suharto, le président, s'est passé à Sukarno. Et mon père, lui, il organisait des manifestations étudiantes à 18 ans déjà dans les rues de Jakarta. Et donc il s'est fait emprisonner pour ça. C'était l'un des plus jeunes emprisonnés. C'était effectivement le plus jeune de prisonniers de prison politique. Donc il est resté presque 1 an là-bas. Et à un moment donné, ils se sont dit non, c'est pas normal, il a 18 ans, il peut pas être en prison politique. Donc il est sorti et ils l'ont mis sur ce qu'on appelle la blacklist. Donc il n'a plus le droit de revenir au pays pendant au moins 20 ans. Et c'est là qu'il a commencé son immigration du coup en Europe. Et sa mère, ce qui est drôle, elle lui a fait changer de nom pour sa sécurité. Ouais. Et tu sais quel nom elle lui a donné pour lui porter chance dans son immigration en Europe et plus tard en France ? Non. Mohamed. Ok, très bien. Oui, c'était pas forcément le meilleur prénom pour passer, en tout cas incognito. Et sauf que moi, j'ai pas ce nom parce que je suis né du coup en Allemagne et tu peux choisir là-bas entre le nom du père ou le nom de la mère. Ouais. Et ma mère, elle a dit Mohamed, il va grandir en France. Non, ça va pas marcher. Et c'est vrai, alors je me serais appelé Mohamed Quentin. D'accord. J'aurais galéré à trouver du travail et du shit. Voilà. Donc, parents assez atypiques là aussi, parce que très intelligents. QI sans doute supérieur. Ton père, par exemple, il a trouvé du boulot en Allemagne puis en France en étant, comment on peut appeler ça, maître d'échecs ? Lui, voilà, c'est ça. Mon père, donc lui, il a eu un diplôme d'ingénieur, un master, ensuite un diplôme de sociologue aussi en Allemagne. Il a étudié. Ouais. D'abord, il est passé par l'Angleterre d'ailleurs. Hein. Après l'Indonésie, Angleterre, c'est là où tous les Asiatiques généralement ils se retrouvent pour aller travailler. On peut travailler très facilement sans les papiers là-bas, donc c'est pour ça que c'est intéressant pour enfin voilà. Et ensuite, Allemagne, où là, il a étudié. C'est là qu'il a rencontré ma mère en cité universitaire. Ils jouaient de la guitare ensemble, l'histoire à l'ancienne, quoi. Et alors, ce papa, il est super intelligent. Est-ce que ça écrase quand on est petit ou ça impressionne ? Non, moi ça impressionne. Mon père et ma mère aussi. Hein. Ma mère, tu vois, ma mère qui parle 4 langues, mon père qui parle 5 langues. Moi, j'ai grandi dans ce truc interculturel aussi qui moi, je m'en rendais pas compte surtout en fait. Ouais. Moi, il y avait les 2 parents, je m'en rendais pas compte. Et puis mon père, ça a été toujours. Lui, il reste quand même, on va dire aussi modeste. Donc, c'est pas le père qui va m'écraser avec son intelligence, mais plutôt me porter. Hein. C'est un asiatique aussi. L'éducation indonésienne, c'est quoi ça reste. L'Indonésie, c'est le peuple le plus gentil au monde. Hein. Il y a pas, lui, c'est très passif.
très axé même sur la mère. Mon père, il me disait toujours la personne la plus importante, c'est ta mère. Ok. Parce que c'est matriarcal là-bas en Indonésie. Ouais, t'as fait un sketch d'ailleurs là-dessus, sur ton père. Hein. Oui. Tu dis ça dans le sketch? Non, mais je parle du fait qu'on l'appelait Mohamed et que moi, du coup, on m'appelait Petit Chinois quand j'étais petit. Ouais. Et, ouais, à l'école, on t'appelait Petit Chinois. On m'appelait Petit Chinois parce qu'en fait, j'avais pas la tête de maintenant, tu vois. Là, j'avais une tête plus asiatique, visage plus rond, plus petit de la classe. Et ma mère, comme si ça suffisait pas, elle me coiffait, crâne rasé, tresse. Ah oui, non, là, elle ouvrait la porte de l'appartement et elle me laissait en liberté, voilà. L'image d'Épinal du Petit Chinois. Ouais. Et du coup, ça aussi, tu en as fait un sketch que tu fais régulièrement sur scène. Exactement, ouais. Je parle de ça, je parle du fait que qu'une pote, elle me dit que c'est raciste qu'on t'appelle chinois et que, en vrai, qui te dit, tu vois, moi je t'ai pas dit que je l'ai mal vécu, donc pourquoi tu me dis ça? Et qui te dit que, à cet âge-là, que je préfère pas être chinois que français? Voilà. J'ai 12 ans. D'accord, donc c'est une autre façon de voir. voir en fait, ça, j'en ai vie. parlé à mon père et je lui ai dit, ouais, papa, tu sais que quand j'étais petit, on m'appelait chinois. On m'a dit que c'était. Il m'a dit, ouais, parce que t'es asiatique. Et qu'il a même pas capté qu'il y avait un débat sur le racisme. Et je lui dis, ok, est-ce que tu trouves que c'est raciste ou pas? Et il me dit, chinois, non. Shintok, peut-être. Il me dit, la Chine, c'est grand. La Chine, économiquement, plus grand que les États-Unis. Chinois, peut-être compliment. Et là, j'ai capté. C'est là que je me dis, c'est vrai, qui te dit à 12 ans que je préfère pas être chinois que français? En Chine, il y a qui à son prime, à cet âge-là, moi, quand j'étais Bruce Lee, Jackie Chan. En France, c'est des héros. Depardieu, Pierre Palmade. Ouais. Et ben voilà, tu préférais Jackie Chan. Exactement. À 17 ans, tu loupes ton bac. Pourquoi? Alors j'ai raté à 9,8, hein. J'avais mon bac S, machin, j'ai raté parce que j'ai craqué. Tu sais, juste avant la fin, moi je fais toujours les choses à 90% et après j'ai un relâchement et juste avant la fin je craque. Donc là l'idée c'est que ma mère, elle est complètement hors du système de pensée traditionnel. Ouais. Voilà. Elle, pour te raconter une anecdote rapide, là, elle avait acheté une maison, qu'on a pu acheter une maison à Saint-Cyr, donc magnifique. Premier truc qu'elle a fait dans la maison, elle a cassé tous les murs de la maison. Ouais. Et elle les a pas reconstruits. Elle les a cassés. Zéro mur, même la salle de bain, les toilettes, il y a plus de mur. Ça veut dire, moi, il y a un moment où je suis arrivé, il y avait la cuisine et il y avait les chiottes dans la même pièce. Imagine l'agent immobilier, voilà, le salon 70 mètres carrés, les toilettes 70 mètres carrés, la cuisine 70 mètres carrés. Et en fait, là, tu peux pas débattre avec ma mère. Tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et elle te dit, parce que comme ça, j'ai la lumière qui rentre dans tout l'appartement. Ouais. Et là, tu te dis, ok, elle est sur un autre algorithme. Ça sert à rien d'aller de débattre, en fait. Tu peux pas, c'est ok, c'est un autre algorithme. Et elle est tout le temps out of the box. Donc moi, j'ai grandi avec ma mère, pour la plupart du temps, parce que mes parents étaient divorcés. Ouais. Et donc, j'ai grandi plus avec ma mère que mon père. Mon père, je le voyais le week-end. Et j'ai grandi dans ce truc de mon système de pensée, il n'était jamais conventionnel, jamais dans les normes. Donc en fait, moi, quand j'ai redoublé, tous ceux qui avaient redoublé, ils redoublaient. On était 30% à avoir redoublé cette année, on a vraiment fait bordel. Et ma mère, elle m'a dit, mais tu vas pas, c'est bon, tu vas pas redoubler, tu vas pas perdre du temps. Et c'est là qu'elle m'a proposé de me tailler, habiter à Londres seul. C'est fou, c'est-à-dire que tu ne réussis pas le bac, donc elle t'envoie en Angleterre, et j'imagine que c'était pour faire des études ou pas du tout? Non, en fait, moi, c'était logique. Le plan, il était clair, dans notre famille en tout cas. J'allais en Angleterre, je revenais 2 mois avant, je révisais le bac et j'avais le bac en candidat libre. Donc ça, c'était la pensée de ta mère? Ça, c'était la pensée de ma mère, elle me faisait confiance sur ça, tu vois. Du coup, toute ma classe s'est dit, Quentin, il a raté sa vie. Et en fait, je suis parti en Angleterre, du coup, en septembre. Qu'est-ce que t'as fait en Angleterre? Et j'ai travaillé, T'as pas révisé une seconde? On est en 2011, donc c'était trop bien. Tu marchais dans la rue, je sais pas si c'est encore maintenant comme ça, tu vois, mais surtout avec le Brexit, ça a dû changer. Mais tu marchais dans la rue avec des CV, tu trouvais du taf. Moi, je travaillais de 8h à 15h à l'ambassade indonésienne. Et ensuite, je prenais le métro. À 17h, j'entamais mon deuxième taf. Je faisais la plonge jusqu'à 2h du mat à Brixton. Wow. Donc, c'était des journées de 18h. Ouais, voilà, de 18h. Je rentrais 1 heure de métro. Ah ouais. Ouais, je me rappelle, un soir, j'étais rentré à 4h du mat. J'avais raté le métro, machin. Je me suis fait poursuivre dans une rue par un mec copieux, déguisé en Batman.
Et j'ai dû cavaler, je savais pas ce qu'il foutait là. Il déguisait en Batman comme ça, il commençait à me courir après. Je le vois, je trace. J'ai 18 ans de l'acné. Ah ouais, c'était très très belle étape Londres aussi. Alors Londres, ça dure 8 mois. Ça dure 8 mois, je rentre en France et donc je passe le bac, effectivement. Je révise le bac avec les annales, donc sans... Et là, je l'ai eu avec mention assez bien, du coup. Incroyable. En bachotant 2 mois avant le bac, quoi. Exactement. Et c'est là que j'ai compris que j'étais pas fait pour ce système là. Et j'ai commencé à me faire confiance moi-même. Et c'est ça que je trouve aussi, si je dois apporter un message pour s'il y a des personnes qui sont à l'école et qui écoutent ce truc-là, cette émission magnifique. Mais c'est de ne pas se laisser... pas laisser les gens dire qu'on est capable ou qu'on n'est pas capable, parce que souvent... Parce que toi, c'était la pensée que tu avais avant de partir en Angleterre, c'était que non, moi, grâce à mes parents, parce que des fois, malheureusement, il y a des familles où les parents, en fait, ils vont rabaisser encore plus. Moi, ma mère, elle était plutôt du style à dire de toute façon, les profs, tu vois pas que c'est bon, ils comprennent rien, machin. Et donc, ça contrebalance, mais parce que sinon, tu t'engouffres. Imagine, toi, t'arrives, tes parents, ils te mettent par terre, t'arrives à l'école, on te met par terre. Toute ta vie, tu es par terre. Et c'est important aussi d'avoir de... Moi, j'aime bien... ma mère, elle a toujours de la nuance dans les choses aussi. Et ça, c'est... Sauf sur les appartements. Voilà. Elle a remis en question en attendant. Donc mais ouais, donc c'est important de pas penser aussi que c'est toujours... tracé. Ouais, exactement. Donc tu reviens d'Angleterre, tu passes ton bac, mention assez bien. Ça veut dire que tu n'étais pas fait pour ce mode-là d'apprentissage, mais que tu es très intelligent, tout comme tes parents d'ailleurs, on l'a vu. Et là, tu vas partir apprendre les langues, parce que tu te prends de passion pour les langues. Tes parents parlent combien de langues ? Alors, moi, ma mère 4, 6, je crois, mon père 5, c'est ça. Ouais. Et 5 ou 6. Après, il y a des dialectes. Voilà, moi, j'en compte 5, mais lui, 6. Ouais. C'est selon la police et selon les manifestants. Mais en gros, moi, comme je savais pas quoi faire, j'ai jamais su quoi faire. Et des gens à 15 ans, ils sont là, moi je veux être ça, moi je savais pas. Je me suis dit, découvre-toi. Et pour moi, ma philosophie, c'était la compréhension du monde passée par la langue. Parce que la langue, c'est ce qui fait qu'on comprend l'humain. Exactement. Plus on parle de langue, plus on a de schémas d'humains différents. Par exemple, nous, en tant que Français, et justement, si on parlait des Chinois, tu vois, les Français, on n'arrive jamais à connecter avec les Chinois. Nous, à la fac, les Chinois, je parle pas des Chinois qui sont nés ici, il y a comme une barrière sociale qui fait que les deux ne peuvent pas connecter. Les deux disent du mal des uns et des autres, on va avoir des clichés sur les uns et les autres, et il n'y a jamais de connexion. Et moi, un de mes fantasmes, c'était de pouvoir comprendre pourquoi on n'arrivait pas à connecter, et ça passait par la langue. C'est comme ça, même au début, il y a un moment, même les Espagnols, j'aimais pas trop, j'ai appris l'espagnol en allant ensuite en Colombie, et du coup, d'un coup, j'ai kiffé tout ce monde-là, tu vois, tout le monde hispanique, voilà. Et donc, le premier voyage que tu fais, c'est pour apprendre l'allemand. D'abord l'Angleterre et ensuite l'allemand. Oui, parce qu'en Angleterre, en 8 mois, tu parles couramment anglais. Exactement. Ça, c'est fait. L'Allemagne, c'est parce que tu étais né en Allemagne que tu voulais un petit peu et mes parents, découvrir ce pays. Aussi, ils parlent allemand entre eux. Ma mère française, mon père indonésien, et ils parlent allemand entre eux. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont divorcé. Les Indonésiens qui parlent allemand entre eux. Ouais, c'est très drôle. Ils parlent très bien allemand. Pour le coup, ils parlent bilingue mieux que français, quoi. Ouais. Et donc l'allemand, je l'avais à l'école, j'ai appris très vite, ça s'est débloqué dès que je suis parti habiter à Cologne pour mes études. Je parlais en 6 mois couramment. Voilà. Donc, et en Allemagne, c'est Erasmus. Allez, en 2 mots, ça ressemble à quoi là, c'est pas beaucoup de cours, beaucoup de fêtes. Voilà. On organisait. À un moment donné, j'ai rencontré un Tébou, un pote qui était aussi on organisait des soirées énormes. Tu sais, c'était à l'époque, nous, on était influencés par les films comme Projet X. On est dans cette époque-là. Pour ça, les films, ça a une grosse importance. Il faut faire très, très gaffe. Ça peut parfois donner de mauvaises idées. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, par exemple, je savais pas. J'ai appris ce que c'était l'ecstasy dans Projet X. Et donc, je pense que vraiment, on réalise pas à quel point... même poignarder quelqu'un, si on n'avait pas vu de film, on saurait peut-être pas que ça existe. On n'aurait même pas l'idée.
Mais les gens, ils ont ça dans leur tête, que c'est si tu veux tuer quelqu'un, tu peux le poignarder. Ça peut être dangereux. On réalise pas à quel point ça peut être dangereux. Sur certains esprits qui font pas la différence entre la fiction et la réalité. Exactement. Moi, en tout cas, bon, du coup, on faisait beaucoup de soirées. On nous appelait ma pote anglaise nous appelait les BNOC, Big Name on Campus. Tu sais, c'est aux States, ceux qui sont respectés dans l'université. Tu rentres d'Allemagne et là, tu veux renouer avec tes racines indonésiennes. Tes parents t'ont jamais parlé indonésien. Non. Et toi, tu voulais découvrir la langue. Tu vas partir combien de temps en Indonésie ? Je pars, en gros, j'ai entre ma licence et mon master. Donc, je pars sur un coup de tête. À un moment, j'ai une révélation et je me dis, putain, mais en fait, je parle pas indonésien, je connais pas ma famille. Et il y a un appel, alors que mon père m'a jamais incité à aller là-bas. Il y a un appel. Et là, je prends la décision sur un coup de tête de partir habiter là-bas pendant une petite période. Voilà, donc là, t'arrêtes les études Là, je suis entre ma licence et mon master, donc je pars pour un stage de fin d'études de licence, qui tu vois, style en mars, et jusqu'à la fin d'année. Donc en gros, là, c'est quoi que tu découvres j'en parle à mon père. Ouais. Donc là, il dit OK, il appelle ma tante direct, le stress. Donc là, waouh, je vais rencontrer sa famille. Donc lui-même, il stresse aussi. Et donc, je me retrouve 3 semaines après. J'ai appris l'indonésien du coup avec mon père, livre, méthode rapide, tac, tac, tac. Et 3 semaines après, j'arrive à Jakarta, dans une famille que je connais pas, qui est ma famille, qui est ma tante. Et là, je commence un stage dans une entreprise, une relation publique. Tout en indonésien. Tu là, parlais déjà plutôt anglais, indonésien, plutôt anglais et indonésien avec ma famille. Et là, c'est parti, tu vois. C'est fou. Et là, je découvre l'autre facette. Je découvre pourquoi mon père il est aussi gentil. Je découvre ce que c'est ce peuple et en fait, j'ai compris le côté asiatique que j'avais dans mon éducation, quoi, directement. Quand tu es en Indonésie, tu vas avoir, je le disais, un choc de culture. Parce que tu vas t'apercevoir au détour d'une anecdote que tu vas nous raconter, peut-être que tu en as fait un sketch. Tu appelles ça les nyamuk, les moustiques. Tu vas chez ta tante et tu es attaqué par ces nyamuk, en indonésien, moustiques. Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors en fait, effectivement, c'est là que j'ai vu à quel point j'étais aussi très européanisé. En gros, moi, tous les matins, déjà ma tante, elle me donne tout. Elle m'a trouvé le stage. Elle fait à manger tous les matins, naturellement. Je dors chez elle, gratuitement. Ouais. Donc elle me connaît pas. En vrai, on se connaît pas. Et pourtant, voilà, elle est une gentillesse. Et c'est là que j'ai vu la gentillesse indonésienne. Et en fait, un matin, moi, j'arrive et je me suis fait piquer par les moustiques. Ouais. On dit nyamuk en indonésien, moustique. Donc j'arrive dans la cuisine et réflexe de français, quand tu te fais piquer par les moustiques, qu'est-ce que tu dis en France ? Tu dis « Ah, je me suis fait piquer par les moustiques ». C'est con, mais c'est ce que je fais. Tu dis « Ah, je me suis fait piquer par les moustiques ». Il faut que tout le monde le sache. J'avais jamais réalisé, parce que nous, on le fait tellement naturellement. Mais pourquoi on le dit ? Sauf que moi, je dis à ma tante, je dis « Ah, nyamuk ». Donc, nyamuk, nyamuk. Donc là, elle me regarde, elle me dit « Ah, nyamuk ». On s'arrête là, je vais au travail, voilà. 3 jours après, je suis dans le petit jardin où tu vois tous les jardins de tous les voisins. Quand je dis jardin, il n'y a aucun arbre à Jakarta, c'est du goudron, mais tu vois tous les voisins. Et là, je vois tous les voisins dehors. Tu vois, imagine Desperate Housewives, et tu les vois tous dehors comme ça. Et je dis, putain, pourquoi ils sont tous dehors ? Et je tourne la tête, et il y a un gars qui est habillé avec une combinaison de cosmonaute, et il tient un gros bazooka comme ça. Et il propage un gaz dans tout le quartier. Tu vois les cafards qui se retournent, bam, 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 qui sortent instantanément. Instantanément. Là, le mec, il marche, moi, je percute pas, tu vois. Et d'un coup, il s'arrête devant notre maison. Il y a ma tante à côté, et il me regarde, tu vois. Ma tante, elle fait comme ça, pour lui dire d'aller dans la maison, c'est là, genre. Et le mec, il regarde, il fait « Ah, ok ». Et il trace dans notre maison, et il commence à propager le gaz de partout dans la maison. Je regarde ma tante, je lui dis « C'est qui, lui ?» Et elle me regarde, elle me dit « Nyamuk, Nyamuk ». Donc en fait, elle avait appelé le gars. En fait, c'est ça qui est fou dans l'Indonésie, c'est que elle s'est prise pour responsable du fait que moi, je me suis fait piquer par les moustiques. Ouais. Et c'est ça qui m'expliquait mon père toujours quand j'étais petit. Il me disait, les Français, ils cherchent toujours
le problème, quand il y a un problème, ils cherchent toujours le responsable à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que elle, le premier truc, quand je me suis fait piquer par les moustiques, elle s'est dit, putain, c'est ma faute. Ma faute. Comment, c'est moi, j'héberge le petit de mon frère. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre la situation directement, naturellement? On va partir maintenant en Colombie. Là, tu as 25 ans, on fait un saut dans le temps. Pourquoi un jour tu décides d'aller apprendre l'espagnol en Colombie? Tu aurais pu aller en Espagne juste à côté? Déjà, je pense parce que l'Espagne, j'y allais tous les ans. Et j'ai toujours aussi eu une attirance vers l'interdit à l'époque Medellín. Ouais. C'était le truc où... Moi, mon cerveau, il est toujours attiré direct par le truc un peu... sulfureux. Voilà, c'est ça. Et Medellín, c'était... Il y avait... Pablo Escobar. Exactement. Ouais. Moi, donc, il y avait tout ce truc où, sans faire exprès, je pense que ça, c'est l'inconscient qui te parle. Là, je te fais une analyse de mon inconscient. Mais pourquoi ça? Je pense que mon inconscient a été attiré par ça. Et ce qui fait que voilà, je me suis renseigné. Et puis les gens, ils me disaient du bien en vrai de la Colombie aussi. Donc, tu voulais faire ta propre opinion aussi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un cliché effectivement. Que je connais. Exactement. J'aime bien tester les clichés aussi. Ouais. Et c'était aussi moins cher aussi que si j'étais allé en Espagne. Et puis voilà quoi. Alors, tu vas tout seul, sac à dos, à 25 ans à Medellín. C'est ça. Ouais. Medellín, donc là, je trouve une colocation. Il y avait 9 personnes dans la coloc, et il y avait 4 qui s'appelaient Juan. Là, je me dis, ok, là, je suis vraiment arrivé en Colombie. J'apprends la vidéo aussi en même temps, donc je me forme en audiovisuel, et j'apprends l'espagnol. Donc là, je suis posé dans ma colocation. Et c'est là que c'est rigolo, parce que j'avais projeté de rester 1 an, peut-être 2 là-bas. Je venais de finir mon master, j'avais pas de deadline. Pour la première fois de ma vie, 0 deadline. Et en fait, c'est là que j'ai la révélation de faire du stand-up. Alors comment ça arrive? Tu te souviens du moment précis? Je me souviens. Où, dans une chambre d'hôtel à Medellín? Je suis dans ma colocation, donc, et en gros, dans ma chambre, je regarde des vidéos de stand-up moderne, tu vois, parce qu'il y avait stand-up à l'époque où il y avait Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. Pour moi, c'était les seuls que je connaissais. Et là, d'un coup, un pote, il m'avait montré, mon pote Lucas, il m'avait montré du stand-up style Fari, les nouveaux stand-uppers, tu vois, un peu plus moderne et plus, il parle en mode stand-up. Et là, je regarde une des vidéos, je sais plus qui c'était au Montreux, à l'époque, c'était l'époque du Montreux. Le Montreux Festival exactement, en Suisse. Sur YouTube. Un gros festival d'humour. C'était le plus gros festival d'humour. Et donc c'est diffusé sur YouTube. Et là, je sais quoi, j'ai une révélation, je me dis putain, mais je m'imagine le stand-upper, au lieu de parler au public, s'il me parlait que à moi, en tête à tête, comme là on se parle, tu vois. Et s'il me faisait son sketch, comme ça, en tête à tête. Et je me dis putain, mais ça ferait bizarre, ça ferait ultra chelou, tu vois, qui viennent avec tous ces grands gestes et ils me parlent en tête à tête. Et je me dis, mais ça marcherait pas, même je dirais que ça ferait bizarre. Et je me dis, mais il y a quelque chose derrière ce truc-là. Pourquoi ça marche? Pourquoi il fait rire des centaines de gens, ce exactement. Gars sur la scène? En fait, c'est là que je réalise qu'en fait, tout ce que je pensais, pour moi, faire rire 5000 personnes, c'était ultra compliqué. En réalité, c'était diamétralement l'inverse. Tout ce que je pensais, c'était l'inverse, c'est que faire le plus dur, ça serait de faire rire 3 personnes, 4 personnes. Là, te faire rire toi pendant 1 heure, avec un rire toutes les 10 secondes, parce que c'est ce qu'on attend en stand-up, ça serait une mission impossible. Voilà. Et pourquoi c'est complètement psychologique? En fait, exactement. Et c'est ça qui, moi, j'ai kiffé dans cette discipline. Là, je connecte avec un livre de psychologie comportementale que j'avais lu quand j'étais au lycée, à l'époque où je jouais au poker, je voulais apprendre à décrypter le non-verbal. Dans ce livre, ils disent, le QI d'une salle, il est inverse proportionnel au nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Ça veut dire, plus il y a de monde dans une pièce, plus les gens sont, entre guillemets, stupides, et plus c'est facile de les mener où on veut. Et c'est pour ça que les politiciens, même encore aujourd'hui, et même les dictateurs d'ailleurs, comme Hitler, il avait l'habitude, il connaissait ce biais cognitif, et il avait l'habitude de faire il était connu pour faire un meeting à Berlin, Stuttgart et Munich dans la même journée. Il arrivait, bam, 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 parce qu'il savait qu'il fallait parler physiquement aux gens et les réunir en masse pour pouvoir les contrôler. Une fois que tu comprends comment ça marche, tu as envie d'en faire un métier. Tu rentres à Marseille, et là, tu te dis, il faut que je fasse du stand-up. C'est comme ça que ça se passe? Complètement. En fait, je coupe mon voyage en Colombie. Là, je peux plus. Moi, dès que j'ai une idée en tête, je suis obligé de la faire. J'appelle mes potes, l'équipe. Je vais faire du stand-up, ça va être mon métier. Donc, bon, au début, il y en a certains qui te disent oui, c'est bien. Mais ils commencent à me croire à ce moment-là. Parce que j'avais déjà fait plusieurs choses dans ma vie. Donc, je commençais à avoir un peu de crédibilité. Et donc, j'arrive à Marseille. Et là, je tape stand-up Marseille. Il y avait un cours de stand-up. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait même pas de plateau pour pouvoir jouer. Et donc, je prends le cours.
Et on le suit, donc là je rencontre une équipe, on est 9 à faire du stand-up à ce moment-là dans Marseille. Et donc, on est en quelle année là? On est en 2018. 2018. Et il n'y avait pas de plateau. Donc plateau, quand je parle de plateau, c'est pour... des scènes pour jouer. Donc là je me dis, tout le monde me dit à ce moment-là, il faut monter à Paris, il faut monter à Paris. Et bon, moi comme d'hab, plus les gens ils me disent quelque chose, plus je vais regarder dans l'autre direction. Et donc là je me dis, si tout le monde me dit ça, ça veut dire qu'il faut que je reste ici et que je fasse quelque chose ici, puisque ça veut dire qu'il n'y a rien et donc il y a quelque chose à faire. C'est le Far West, il faut défricher. Exactement. C'est comme ça que tu as l'idée du Garage Comedy Club? Complètement. Et qu'est-ce que c'est l'idée de départ? L'idée de départ du garage, à la base, je voulais faire un plateau de stand-up que j'allais filmer. Garage Comedy, c'était censé être une chaîne, parce que j'avais capté que c'était... Aujourd'hui, tu devenais connu grâce à YouTube, parce que c'était Montreux, tu pouvais péter avec une vidéo de 7 minutes. Donc je me suis dit, pourquoi aller monter à Paris et aller lécher le cul des producteurs? Non, on va filmer juste ce qu'on fait et le diffuser sur une plateforme concurrente au Montreux. Garage Comedy. Plateforme. C'était ça l'idée. Exactement. Donc le lieu, c'était un studio ouais, voilà, on n'avait même pas de lieu physique à l'époque. Au début, c'était dans les bars, je pense que j'ai filmé dans les bars, mais c'était trop compliqué. On était des gags, enfin je veux dire, on est... on comprend. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et donc, le Covid arrive, et là, coup de tête, mur blanc, je suis sur mon canapé, je dis, mais pourquoi on n'a pas de lieu? Et c'est là qu'on s'est envoyé. Donc le lendemain... Je regarde sur Le Bon Coin au moment, je visite un local le lendemain. Le surlendemain, on signe pour le local. J'avais 1500 balles sur mon compte et on commence les travaux. Moi, au début, je pensais que les travaux ils allaient durer un mois et avec 10 000 balles, c'était bon. En fait, ça a duré 1 an et 80 000 balles. Donc, waouh. Ouais. Donc là, ce lieu, tu le bâtis tout seul ou tu as quand même... J'avais un associé. Après, on s'est divisé parce que voilà, on avait une vision différente. Et puis surtout que c'était très intense, la phase de début des travaux. On a tout fait, nous. Et puis ensuite, surtout, on n'est jamais seul. Moi, j'avais une milliard d'équipes. Il y avait Elmi aussi qui nous a beaucoup aidés. Et puis surtout, tous les stand-uppers de Marseille nous ont aidés à cette époque. Donc c'était cool. Et pendant que tu montes ton comédie club, un jour, le festival qui t'a donné envie, quand tu étais dans ta chambre à Medellín, de faire ce métier, va t'appeler. Le festival de Montreux, qui t'appelle et qu'est-ce qu'on te demande? Exactement, là on est 4 ans après l'ouverture, donc le club est lancé, le club a explosé dans Marseille. Ça marche bien, on est content. Moi je fais du stand-up. Ça se passe bien aussi, je veux dire, je commence à avoir un niveau qui commence à être correct. Et à un moment, j'ai la programmatrice du Montreux qui m'envoie un message sur Instagram. Moi, content. Bah oui, j'imagine. Content, programmatrice du Montreux, et elle me dit, ouais, elle me parle du fait qu'elle voudrait faire une détection dans Marseille avec des artistes, voilà, qu'elle aurait choisi. Elle me dit ça à moi, tu vois. Donc j'ai dit, trop cool, moi je suis dispo, voilà, on est dispo, voilà, on va réserver le créneau au Garage Comedy Club et on fera la détection. Et elle me donne la liste d'artistes et tout, elle me dit au téléphone la liste d'artistes qu'elle voulait, et je dis trop bien et tout. 2 jours plus tard, elle me dit, est-ce que tu peux me faire un petit bilan des artistes? Et là, moi, je lui écris les artistes qu'il y a, et je me mets mon nom. Parce qu'elle m'a appelé. Oui, parce qu'elle t'a appelé. Alors, elle t'appelait plutôt en tant que programmateur ou en tant qu'artiste? Quand je mets mon nom sur la liste, elle me dit « Ah, tu joues aussi ?» Et là, je vois qu'elle était un peu dégoûtée, tu vois. Et moi, je me dis « Vas-y, ouais, c'est bon, maintenant que j'y suis. » Je dis « Oui, ouais, j'étais chaud de faire un passage. » Elle me dit « Ah, ok. » Elle accepte? Elle accepte, ouais. Elle accepte chez moi en même temps. Et comment se passe cette détection le jour où ils viennent à Marseille? En gros, du coup, ils viennent, on fait la soirée. Je passe 4e sur le line-up, on est 6. Et en fait, tous les artistes qu'elle a programmés, donc il n'y a que moi qu'elle n'a pas programmé, sauf que je casse la salle, pour le coup. Là, c'était un de mes meilleurs passages. Je suis tombé sur un jour de chance, tu vois. Mais j'étais en roue libre. Et en fait, à la fin, il s'avère que elle vient me parler que à moi. Ok. Et donc, il y avait Grégoire Fureur, du coup, le grand patron du Montreux, et lui qui a eu coup de cœur, et donc ils m'ont invité à faire l'édition juste après, donc qui allait être diffusée sur YouTube, parce qu'ils ont un festival maintenant à Montreux, un à Montréal, un à Lille. Là, c'était celui de Lille, et on a filmé là-bas. Et c'est là que la fameuse blague qui m'a fait aussi connaître sur les réseaux a été popularisée.
la cocaïna está aquí. Voilà. Alors ça, c'est une blague. Elle t'est venue de Medellín, cette blague Non, mais c'est uniquement les inspirations. En fait, c'est juste que nous, il y a un exercice qu'on fait en stand-up, souvent, c'est de savoir à quoi on ressemble. Ouais. Et moi, j'avais une tête de Colombien. Souvent, on me dit que je suis sud-américain. Ouais, c'est vrai que ça peut. De dealer de drogue colombien, tu vois. Et au début, ma blague, c'était les gens disent de moi que j'ai une tête de dealer de drogue colombien. Et je vous rassure, je suis pas du tout colombien. Donc ça, c'était la blague. Bon, blague de niveau 1. Et en gros, je me dis comment je pourrais dire la blague sans dire dealer de drogue colombien. Et au fil des années, je l'ai changé. C'est quoi un dealer de drogue colombien? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais l'incarner. Et du coup, c'est devenu... les gens disent de moi que j'ai la tête d'un mec qui va dire « Donde está la cocaïna, hijo putain ?» Mais ce qui est fou, c'est que j'ai le corps d'un mec qui va dire « La cocaïna está aquí ». Ça, c'est venu après la deuxième partie de la blague. Et cette blague, c'était ma meilleure blague pendant 4 ans. Mais voilà, il y a eu un avant et un après Montreux parce que cette blague, elle a été vue, revue sur YouTube, 20 millions de vues cumulées sur les réseaux sociaux. Ouais, sur Insta, en tout, sur les faux... Et ça t'a carrément popularisé sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça, c'était quoi l'après Montreux pour toi? Ben, là, celle-là, c'était... donc, c'est vrai que cette blague est devenue la plus connue de la page Montreux. Et l'après Montreux, c'est juste... les gens me connaissaient déjà dans le circuit, donc les programmateurs. Donc forcément, pour jouer dans les comédie clubs, déjà, parce que c'est bête, mais en France, c'est compliqué d'avoir sa place dans les comédie clubs, juste dans les comédie clubs. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a tellement de concurrence. Les programmateurs, ils n'ont pas le temps de regarder les vidéos. Ils ont pas donc en fait, si t'as pas déjà un petit nom, on te calcule même pas. C'est comme ça que ça marche. Ça t'a aidé donc à là, déjà, connaître un peu partout en j'ai France. pu jouer de partout où je voulais. Ouais. Les gens me connaissaient déjà. Ils connaissaient mieux ma blague que moi, mais ils me connaissaient à travers ça. Ouais. Et donc ensuite, j'avais mon spectacle, je remplissais mon premier spectacle. Et voilà. Hein. Alors, donc, une fois que tu as fait ce Montreux, que tu commences à être connu, qu'est-ce qui va se passer pour toi au Garage Comedy Club? Ça va prendre aussi de l'ampleur, ça va devenir une référence comme les comédie clubs de Paris? Ah oui, même, au final, même plus. C'est-à-dire que c'est devenu dans le top 5 des comédie clubs en termes de remplissage et surtout même sur les réseaux en termes de popularité. On a lancé du coup cette page où on filmait les artistes finalement. Donc on a fini par le faire, parce qu'on l'a fait trop tard, dommage, parce qu'on l'aurait fait 2 ans avant, ça aurait explosé, mais on l'a quand même fait. Donc on a notre chaîne sur YouTube, Garage Comédie, où on diffuse des artistes, et sur Instagram, très très actif, ce qui fait que le club a explosé aussi au niveau national, quoi. Voilà. Et même si ça marche très bien pour toi, tu vas avoir paradoxalement une espèce de pensée de te dire j'aime pas forcément ce que je fais, je suis pas content de ce que je fais. Pourquoi? En fait, d'un coup, je réalise que je suis passé de artiste, ce que j'étais, parce que tout ça, je l'ai fait pour pouvoir faire du stand-up, à entrepreneur. Et j'ai eu une phase où j'ai vraiment pas accepté ce truc-là. Moi, je fais les projets par passion, par amour, mais d'un coup, et du coup, je le fais toujours très facilement, mais d'un coup, j'ai eu l'impression de me dire « Ah, mais en fait, là, tu repasses à l'école. » C'est-à-dire, tu appliques une technique. D'un coup, je me suis fait prisonnier de ce que j'avais créé. Parce que d'un coup, tu deviens... Moi, je prônais la liberté, donc j'aimais le fait que je puisse déménager du jour au lendemain. Et d'un coup, je me suis dit, là, non, j'ai des gens à gérer qui m'appellent pour résoudre leurs problèmes. Genre, je te jure, je me suis fait cette réflexion récemment. Là encore, je suis là, je me dis, les gens, ils m'écrivaient en mode, il n'y a plus de PQ au bureau. Et là, je me dis, mais attends, je suis entrepreneur. Il faut que je m'assure qu'ils ont le cul propre. C'est-à-dire que... Là, mon métier, il faut que je m'assure qu'ils ont le cul. Et tu sais, je suis dans la rue, tu sais, je suis là avec tous les rouleaux de PQ, juste pour acheter du PQ. Je me dis, mais à quel moment t'en es arrivé là? Parce que t'étais devenu le référent, et ça, c'était pas ton truc. Toi, t'avais envie vraiment de ce métier pour la liberté. Exactement, je m'en fous de l'argent, je m'en fous les gens, ils m'appellent patron. Je dis, mais arrêtez de m'appeler comme ça. Et je le fais pour faire kiffer, pour que nous, on kiffe. Et voilà, moi, c'était un sous-projet. Là où les gens, ils auraient vu le projet de leur vie, tu vois. Pour moi, c'était juste une marche pour pouvoir faire des blagues sur les planches que j'ai créées à la main. Mais c'était juste pour faire des blagues à la base, ce truc. Donc, à un moment, ça date de l'année dernière, tu vas couper. J'ai connu l'angoisse, du coup, à ce moment-là. Que j'avais jamais connu de ma vie, moi toujours easy going, et donc effectivement je décide de déconnecter, de reprendre mes racines et de me dire là
il faut que je sorte entièrement du pays. De ce système. Exactement. Et donc tu vas responsabiliser les personnes avec qui tu travailles, elles vont gérer le Comedy Club, et pendant ce temps-là, toi, tu vas faire surtout quelque chose, c'est que tu vas retourner aux racines du stand-up. Parce que tu dis, en France, on confond, pour parler du garage et faire une parabole avec le garage, on confond le moteur, le fond, et la carrosserie, l'humour qu'on met autour. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait à New York et comment tu as rencontré le vrai stand-up? Alors en gros, effectivement, suite au Montreux, moi j'étais pas satisfait de mon passage et je décide du coup je me pose des questions. Pourquoi là, au moment du Montreux, j'ai pas réussi à casser la salle comme je l'avais fait à la détection? C'est qu'il y a autre chose que les blagues. Et en fait, j'ai réalisé que nous, en France, le stand-up, on l'a pas abordé par le même angle qu'aux States. En France, nous, on s'est dit, OK, on a vu les States, eux, c'est né dans les années 50, on a vu les Américains faire, et on s'est dit, ce qu'ils font, c'est des blagues, c'est comique. Sauf que, et du coup, on a reproduit, en Asie, on a fait des blagues, voilà, ils parlent de eux, ils parlent de on fait des blagues. Sauf que eux, c'est pas du tout né par cet angle-là. Eux, c'est né par l'angle, non pas de la comédie, mais de la tragédie. Comme d'ailleurs, la plupart des arts. Le jazz, le rap, le stand-up, sont d'abord des arts qui sont nés de la souffrance même, donc souvent qui étaient créés par la communauté noire. Le jazz, le rap, c'est le nouveau jazz. Stand-up, ça c'est diverses communautés, mais en gros, d'abord de la souffrance, donc au centre, et c'est ensuite que la blague est née. Donc la blague, c'est la carrosserie, en réalité. C'est pour faire passer un peu mieux la pilule. Effectivement, et c'est naturel même de faire de la blague, et c'est de... Là où nous, on a mis la blague au centre, et ensuite, on va se dire, vas-y, mais il faut que tu trouves ton clown, il faut que tu machin. On parle en clown en France, trouver son clown. Et ça, c'est la carrosserie. Pour nous, en France, c'est la carrosserie, c'est l'être. Alors que non, l'être, c'est le centre. C'est censé être le centre. Et c'est ce qui fait qu'on a un niveau en 2026 qui est même pas le niveau qu'ils avaient dans les années 50. Là-bas, ils sont à un niveau stratosphérique parce que on ne fait tout simplement pas la même discipline. Alors, quand tu vas aux États-Unis, tu m'expliques par exemple que tu vas aller jouer là-bas en anglais, mais que quand tu vas jouer dans un comedy club, c'est pas le public qui paye, mais c'est toi qui paye pour être sur scène. Explique-moi ce concept, parce que du coup, on va comprendre aussi mieux la façon de penser le stand-up. En gros, dès en France, tu commences à faire du stand-up, t'es directement payé, t'as le chapeau, t'es payé. Alors nous, on trouve ça cool, c'est vrai, en tant qu'artiste, c'est cool. Mais en fait, quand tu réfléchis, c'est pas normal. Parce que t'es pas bon, déjà. Donc et que faire payer tu travailles pour des mauvaises blagues, finalement, tu travailles, en fait. Et eux, là-bas, moi, j'arrive avec mon spectacle, tu vois, je suis là, je fais mon spectacle qui est rempli en France, je suis payé pour faire cette discipline. J'arrive aux States, il faut que je paye $5 pour participer à un open mic, dans lequel, en plus, il n'y a même pas de public la plupart du temps. Ouvert, hein, ouais, exactement. La plupart du temps, c'est que des stand-uppers, parce que le public vient... Quand il y a 4 personnes de public, c'est vraiment une grosse soirée, tu vois. Pour le reste, c'est que des stand-uppers qui ont payé $5 aussi pour participer à l'open mic. Donc tu joues devant le public le plus difficile, qui sont des humoristes. Et en fait, c'est logique quand tu réfléchis. D'abord, tu payes pour tes études, et ensuite, tu es payé pour ton travail. T'es pas censé être payé pour des choses que tu crées. Et le Comedy Club, c'est une sorte de centre de formation. Exactement. Et en France, ils avaient à Paris essayé de mettre des trucs comme ça où tu payes $5. C'est très mal perçu de la part des Français parce qu'ils comprennent pas. Ils se disent ils veulent encore se faire des sous sur nous. Non, reste humble et réalise qui t'es aussi, que t'es une merde. Moi, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé après 6 ans de stand-up, je suis une merde. Et genre, c'est ça, il faut le réaliser tout le temps aussi. Et aujourd'hui, rabaisser. Tu es de retour à Marseille. Au bout de quelques mois, tu es resté combien à New York? Je suis resté même pas quelques mois, quelques mois. Puis ensuite, j'ai voyagé, j'ai enchaîné par l'Indonésie. Et voilà. Oui, parce qu'il faut savoir que tu rentres en Indonésie une fois par an. C'est nécessaire pour toi? Ouais, mais non, c'est le bled. Ça te permet de te recentrer. Ouais, c'est ça. Et toujours de se dire, on a le tort de se plaindre. C'est ça le leitmotiv. Donc, on revient, tu reviens de New York, tu reprends le Comedy Club. Ça t'a changé aussi ta vision du stand-up. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ça. Tu utilises le stand-up auprès de jeunes collégiens en difficulté. Comment est venue l'idée et comment tu travailles avec eux alors qu'ils ne sont pas forcément très attentifs au départ? Tu me dis que c'est un public très difficile. Hein. Exactement. Alors, donc en gros, au Garage Comédie, moi, un des premiers trucs que je voulais faire, c'était de transmettre
tout ce que j'ai, moi, j'adore le transmettre. J'aime pas garder pour moi, même quand j'ai de la connaissance. Je trouve que j'adore l'émulation, j'adore le fait de partager. Donc, on a vite créé une école de stand-up. Aujourd'hui, il y a 80 élèves par an qui viennent apprendre des blagues. Un matin, je reçois un coup de téléphone d'une Manon qui est prof au collège Darius Milhaud. Et ça te parle? Ouais, ça me parle parce qu'en fait, c'était mon ancien collège de quand j'étais petit. Elle le savait pas du tout, c'est une grosse coïncidence. Et elle me dit, voilà, j'ai une classe de SECPA, d'élèves de SECPA, qui ont 13 ans, et j'aimerais leur faire des ateliers de stand-up. SECPA, élèves en difficulté en tout cas. Ouais, en difficulté, voire difficile. en tout cas, voilà, qui ont de plus de difficultés à l'école, quoi. Et là, je dis OK, et en gros, j'installe cette condition. Je lui dis, mais là, moi, je connais ces élèves, et moi, j'étais dans le même délire. J'ai eu la chance que ma famille, voilà, j'ai eu le bac et tout. Eux, et peut-être leur famille, justement, c'était pas la mienne. Et c'est ce qui fait qu'ils sont en SECPA aujourd'hui. Mais par contre, on est les mêmes. Et si on leur donne pas un objectif, tu auras beau leur donner un atelier de stand-up, au bout d'un moment, ils vont te lâcher et ils vont mettre ça dans la case de l'école. Et alors, en fait, je leur ai dit, la seule condition, c'est qu'on les fasse monter sur scène. Et là, elle m'a dit, OK, let's go. Donc là, on a 8 semaines pour faire monter 10 élèves de 13 ans, SECPA, qui n'ont jamais rien connu à l'humour sur scène. Donc déjà, avant de les faire monter sur scène, qu'ils soient d'accord de monter sur scène. Ouais. Et là, on démarre. Donc tout se passe complètement comme on n'avait pas prévu. Donc au début, bon, moi j'arrive à canaliser la classe. Mais donc on fait nos cours, mais on utilise la méthode qu'on applique à nos élèves de stand-up qui ont 25 ans, 30 ans, qui est basée sur les procédés humoristiques, on leur apprend à faire des blagues, et en fait on voit qu'ils connectent pas du tout. Tu peux pas expliquer comparaison, personnification, exagération, tu leur expliques ça, cache, ça les bloque, et ils arrêtent de t'écouter. Moi, comme j'étais au fond de la salle, je sais exactement au moment où ils arrêtent d'écouter. Tu vois les yeux, les machins, dès qu'ils déconnectent, je le sais. Donc on fait 3 semaines comme ça fonctionne pas. À un moment, au bout de la 3e semaine, j'appelle une prof de Montréal, qui était prof à l'ENH, qui est la plus grosse école de stand-up, d'humour en francophone. Ouais. Et elle vient faire une intervention très chaude. Elle me dit, vas-y, let's go. Sauf que, au bout d'1 heure de cours, elle perd le contrôle de la classe, elle craque. Elle craque physiquement, elle craque, pleure. Et elle part non, vraiment. Du cours. Je finis le cours. Donc ça veut dire que les élèves étaient quand même très difficiles à tenir pour elle. Hein. Ben ouais. Donc voilà. Je finis le cours et là je me dis OK, il faut qu'on remette tout en question. On est à bout de 1 mois. On est à la moitié ils doivent passer sur scène dans 1 mois. Et là, en gros, le lendemain, on a cours ensemble. Et là, on démarre le cours et je me livre à eux, en gros. Je leur dis, voilà, je vous avais appelé Gariana et je suis triste parce que je pensais que, en gros, moi je suis persuadé qu'on a les meilleurs élèves dans cette classe, la plus grosse intelligence, et que vous êtes capable de le faire. C'est une première qui va se passer en France. Vous allez monter sur scène 13 ans. Ça va créer de l'inspiration même pour les autres. Ouais. Et j'en suis persuadé. Et donc, je leur dis, moi, je me vois en vous. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur de se réveiller le matin, de mettre le réveil. Moi-même, j'étais en galère. Et en fait, là, je les vois, ils commencent à m'écouter. Parce que c'est authentique, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose que tu ressentais. Exactement. Et je réalise qu'en réalité, je suis tout simplement en train... Comment je connecte, c'est que je suis en train de faire du stand-up. Dans le cours de stand-up, parce qu'un des principes du stand-up, c'est justement de se livrer et de se mettre à égal des personnes à qui on parle. Et donc là, ils commencent à m'écouter. Et en fait, de là, tous les cours d'après ont changé. On est rentré sur une autre dynamique. On leur a demandé juste de raconter des histoires qui leur étaient passées. Et là, donc là, on capte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes schémas de vie de nous. Un qui nous raconte qu'ils sont rentrés, ils ont cassé les vitres d'une voiture, ils ont fumé des joints dedans, ils ont 13 ans. L'autre, il est allé sur les rails du métro. On fait que rigoler en cours. Et là, il nous parle du coup de eux, donc ils se livrent aussi. Donc là, ils commencent à faire du stand-up dans le cours de stand-up aussi. Et en fait, on crée une connexion de fou qui fait que ils montent sur scène 4 semaines après. Ouais. Ils cassent la salle. Quand on dit casser la salle en stand-up, ça veut dire que tout le monde rigole fort. Ça passe du rire aux larmes.
Et là, en fait, moi, c'est le truc que j'ai réalisé, c'est que je trouve que notre système éducatif, il est trop obsolète. Et on pourrait justement, en fait, nous les profs, tu vois, un des premiers trucs qu'on apprend, et j'avais fait un TEDx, une conférence suite à ça. Sur Internet, ouais. Mais un des premiers trucs, du coup, dans les profs, le premier truc, c'est qu'il y a de différent entre. Parce que c'est la même chose. Une classe de cours, c'est une personne debout et tout le monde assis. Stand-up, personne debout, tout le monde assis. Pourquoi en cours, on va pas écouter et en stand-up, on va écouter? Déjà, c'est faux. Si on écoute en stand-up, c'est parce que justement, on utilise certains biais cognitifs et dont déjà le positionnement. Par exemple, à l'école, le prof va toujours se faire appeler monsieur et là où il va tutoyer des fois les élèves. Il va toujours se mettre un cran, moi je suis là et vous êtes là. Donc, tu verras jamais un prof se livrer en mode putain merde, j'ai eu une journée de merde ce matin. Il a même pas le droit. Alors qu'en fait, c'est ce que les élèves demandent, qu'on capte que c'est un humain. En réalité, on gagnerait à juste être sincère naturellement dans nos relations, je pense. On gagnerait à être sincère dans nos relations, même les patrons d'entreprise et les professeurs aussi des écoles qui veulent toujours garder ce truc de supériorité et qui pensent que l'agressivité, que l'autorité, c'est ce qui fait que tu vas contrôler une classe. Non, juste... Oublie pas que c'est des humains et même s'ils ont 7 ans en face de toi, c'est juste des humains que tu as en face de toi et donc considère-les comme si vous étiez tous les deux des humains dans la même planète. Et c'est là que je pense que tu vas y gagner dans ton respect de ta classe. Ça pourrait changer la donne et c'est pour ça que tu as créé, comme tu disais tout à l'heure, un TEDx, donc une conférence sur Internet pour l'art de capter l'attention. L'art de capter l'attention. Donc on peut le voir ce Il va sortir, j'avais des problèmes avec le montage, ça me plaisait pas trop, mais oui. Voilà, et donc là, on comprendra mieux comment capter l'attention par la sincérité au final. Exactement. Merci beaucoup Quentin de nous avoir raconté ton parcours. C'est quoi ton actualité là en ce moment? C'est un deuxième spectacle qui n'a pas encore de nom? Là en gros, alors il y a rapido, déjà le garage, on a fait des gros travaux de rénovation, là on le design tout à la new-yorkaise, donc je vous invite à y aller, Garage Comedy Club à Marseille. Deuxième actu, c'est mon deuxième spectacle que j'ai fait aussi, là pour le coup ultra sincère, sans me préoccuper, donc là c'est vraiment des opinions que je pense actuellement sans écrire de la blague pour de la blague. Et puis troisième actu, vous pouvez me croiser aussi à l'Académie du billard à Marseille si vous voulez que je vous mette une petite rouste, il n'y a pas de problème. C'est un grand joueur de billard, son père est un grand joueur d'échecs, toi grand joueur de billard. Merci beaucoup Quentin, et si on veut avoir plus d'infos sur le Comedy Club, c'est garagecomedyclub.com. Garage Comedy Club, Garage Comedy, tapez Garage Comedy sur Google, vous trouvez directement. Et nous, on va terminer avec les questions de la table de chevet. Est-ce que tu es prêt? Parce que c'est une épreuve. Hein. Okay. Ta chambre, espace zen ou joyeux bordel? Ah, maintenant, je me suis amélioré. Mais avant, c'était joyeux bordel. Là, maintenant, je passe en espace zen bordélique. Ah ouais, donc tu grandis. J'ai grandi, ouais. Le sommeil pour toi, indispensable ou perte de temps? Indispensable. Ouais. Mais même long, t'es un gros dormeur. Ouais, mais je mets plus de réveil. Mon rêve, enfin, réalisé. J'arrive à ne plus mettre de réveil. Même mon équipe le sait. Elle sait qu'il faut pas m'appeler avant. Elle sait. Quel est, toi qui es globetrotter, le pays qui t'a le plus transformé? J'ai l'Allemagne. Ah vraiment? Ouais, l'Allemagne et l'Indonésie, mais pour deux. Mais parce que l'Allemagne, c'est arrivé tôt, et je me suis découvert aussi. Je me suis découvert en fait, je sais pas ce qui s'est passé là-bas, je me suis découvert aussi. Ouais. Et pour finir, l'anecdote gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. Quentin, c'est à toi. Peut-être mon premier bid, voilà. Premier bid, comme ça on est raccord. On prend. C'est toujours rigolo de savoir. Moi, quand j'ai démarré le stand-up, j'avais un petit sketch qui marchait bien. Et un jour, je me fais inviter pour jouer dans un théâtre. Quand je dis je me fais inviter, j'ai gratté pour jouer dans le théâtre. S'il vous plaît. Et donc, moi, j'arrive confiant parce que mon sketch, il marche bien. Je l'ai joué 4 fois. Hein. Quand je dis marche bien, je l'ai joué que 4 fois. Et donc, je me dis, tu sais quoi, je vais rejouer le même. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, puisque c'est les mêmes mots. C'est une mécanique. À l'époque, j'apprenais par cœur. Donc, c'est ce que je fais plus maintenant. Et donc, je vais sur scène, confiant. Première blague. Personne rigole. Là, j'avais pas... à ce moment-là, je savais même pas comment réagir. Aujourd'hui, je pourrais... Bref, personne rigole. Deuxième blague, personne rigole. Silence. Troisième blague, personne rigole. Goutte de sueur sur le front. C'est vrai que c'est malaisant. Hein.
Et ouais, là, c'est malaisant. Je regarde les têtes des gens. Je me dis, waouh, tu as le cœur qui bat. Je te dis, mais comment je vais sortir de là? Et ensuite, à tel point, au bout de 3 minutes, 0 rire complet. Les gens qui me regardent comme ça. Et là, à tel point, moi, au bout d'un moment, je leur demande, je me dis, il doit y avoir un problème. Donc je dis, vous m'entendez? Je prends le micro. Et là, toute la salle qui fait, oui. Oh la vache. En plus, ils entendaient. Donc là, j'ai capté que le stand-up, c'était pas juste t'apprends un texte et tu le vomis à des gens, mais ça passait par une sincérité dont on parlait tout à l'heure, une authenticité qui fait que ça passe parce qu'on partage des sentiments humains à d'autres humains. Effectivement. Et t'es bon. Hein. Ouais, mais c'est un peu le résumé de cette émission en même temps. Ben, merci beaucoup, Quentin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De rester dans le présent. Voilà, c'est ça c'est mon objectif, moi, c'est rester dans le présent, je vois, de ne pas se laisser avoir. Des fois, on est dans le travail, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'aller faire une pétanque, là, ce soir, voilà, face à la mer. Et ben voilà, prends le temps de vivre, et puis prends le temps de faire ce que tu veux faire depuis Medellín, et cette chambre où tu as découvert cet univers. Merci, Quentin. Merci pour retrouver à toi. Tes dates, il y a ton Instagram, c'est Quentin_Friburger. C'est ça. Et puis aussi cette adresse, garage-comédie.com, Garage Comédie Marseille sur Internet. Merci encore à toi. Merci à toi, Eric. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres confidences sur France.tv et sur YouTube. Salut. Magnifique.